Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. À ce stade, nous avons vu les données essentielles de la structure des protéines. Ce cours a pour objectif de vous montrer les propriétés physico-chimiques majeures des protéines et quelques modes de classement. Les protéines sont très diverses de par leur composition en acides aminés très variés en qualité et en nombre. Cette composition en acides aminés peut être déterminée après hydrolyse à chaud en milieu acide des protéines. Un séquençage partiel peut aussi être réalisé du côté N-terminal par la réaction d'Edman que nous avons déjà détaillée dans un cours précédent. Cette diversité de structures primaires donne aux protéines des propriétés physico-chimiques également très différentes. Les protéines présentent ainsi des tailles, des états de charge et une solubilité très variables. Nous verrons aussi que les protéines présentent différentes résistances à la chaleur et peuvent subir une dénaturation thermique. Nous terminerons cette partie sur les propriétés des protéines par les méthodes de coloration, puis par les possibilités d'hydrolyse chimique et enzymatique. Les protéines sont une classe de molécules très hétérogènes. Vous avez déjà pu apprécier cette diversité à travers les quelques exemples que nous avons vus dans les cours précédents. D'un point de vue uniquement structural, les protéines ont des tailles et des formes très variables. Vous avez sur la droite de cette diapositive la représentation schématique des différentes formes que peut adopter une protéine de 300 acides aminés. Cette séquence primaire correspond à une chaîne peptidique étirée de 100 nanomètres. Cette même chaîne, en conformation d'hélice alpha, ne mesure plus que 45 nanomètres, et si l'on considère une triple hélice de collagène de 300 acides aminés, celle-ci ne mesure plus que 29 nanomètres. Mais les protéines peuvent être encore plus compactes. La même protéine, sous la forme de feuillet bêta, n'occupera plus qu'un parallélépipède de 7 x 7 x 0,8 nanomètres. Enfin, la structure la plus compacte que pourrait adopter cette protéine est une sphère de 4,3 nanomètres de diamètre. Les protéines peuvent avoir une taille très variable de quelques acides aminés à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers pour les plus grosses. Cela représente des masses de 6000 à 1 million de Dalton. Ainsi, les poids moléculaires des protéines sont très souvent exprimés en kilodalton. Ce poids moléculaire peut être déduit de la séquence primaire en acides aminés en reprenant la masse moléculaire de chaque acide aminé, en prenant garde de bien retrancher la masse de 18 Dalton correspondant à l'eau éliminée pour la formation de chaque liaison peptidique. Ce calcul n'est valable que pour les holoprotéines. Il faudra ajouter la masse de toutes les modifications portées par la chaîne polypeptidique dans les hétéroprotéines. Ce poids moléculaire peut également être mesuré et il existe plusieurs techniques. Nous pouvons déterminer le delta cryoscopique, la pression osmotique par la loi de Van 't Hoff. Nous pouvons déterminer également ce poids moléculaire par diffusion de la lumière, par néphélométrie, par ultracentrifugation et enfin par ultrafiltration. Les protéines sont constituées d'acides aminés. La détermination de l'état d'ionisation de la protéine est plus simple que celle des acides aminés individuels, car les fonctions amine et acide carboxylique portées par les carbones alpha sont engagées dans la liaison peptidique et ne peuvent donc plus ioniser. La charge de la protéine va donc dépendre uniquement des groupements ionisables portés par les chaînes latérales et les deux extrémités de la chaîne, à savoir la fonction amine du côté N-terminal et la fonction carboxylique du côté C-terminal. Cet exemple montre une chaîne peptidique composée de 5 acides aminés soumis à différents pH. Sa séquence primaire comporte de l'arginine, de l'acide glutamique,
de l'histidine, de la glycine et de la valine. Pour chaque pH, il faut raisonner acide aminé par acide aminé pour déterminer la charge de chaque chaîne latérale. Les charges positives sont représentées en rouge, les charges négatives en bleu. Les chaînes non chargées ou non ionisables sont représentées en jaune. Enfin, il ne faut pas oublier les deux groupements en extrémité de chaîne qui peuvent aussi s'ioniser en fonction du pH. Pour toutes ces déterminations, il faut se reporter au tableau des acides aminés et considérer le pKa de chaque groupement sur les chaînes latérales ou en extrémité de chaîne. Le résultat est la détermination que la protéine est triplement chargée positive à pH 2, qu'elle ne comporte qu'une charge positive à pH 5, aucune charge à pH 9, cela correspond environ à son point isoélectrique ou pHi, et enfin 2 charges négatives à pH basique de 13. À travers ce raisonnement et cette démarche analytique, il est clair que la séquence primaire va conditionner l'état de charge des protéines dans nos cellules et dans les liquides biologiques de notre organisme. Ainsi, si l'on considère un pH neutre, la quantité d'acides aminés basiques, c'est-à-dire arginine, lysine et histidine, et d'acides aminés acides, c'est-à-dire acide aspartique et acide glutamique, va conditionner l'état de charge global d'une protéine et donc ses caractéristiques chimiques et biologiques. Les protéines neutres auront un nombre assez comparable de ces acides aminés, alors que les protéines acides chargées négativement comporteront beaucoup plus d'acides aminés acides, alors que les protéines basiques auront plus d'acides aminés basiques. Examinons maintenant une autre caractéristique des protéines également très variable. Il s'agit de leur solubilité. La solubilité est bien sûr avant tout dépendante de la composition en acides aminés et dépend de la quantité de résidus polaires. Mais pour une protéine donnée, cette solubilité n'est pas une constante. Elle dépend notamment de la force ionique, c'est-à-dire de la concentration en sel dans la solution et du pH. Vous avez ici un diagramme représentant la solubilité en ordonnée en fonction de la concentration en sel en millimolaire en abscisse. Vous observerez que pour un sel donné, par exemple le KCl, représenté ici en bleu, la courbe adopte une forme de cloche avec un minimum de solubilité pour des concentrations faibles en sel, puis un maximum de solubilité pour une concentration précise, et enfin, quand on augmente encore la concentration en sel, de nouveau une baisse de la solubilité. La première partie de la courbe correspond à un effet dissolvant des sels. Plus on en ajoute, plus la protéine est soluble. La deuxième partie est l'effet relargant. Plus on ajoute de sel, plus la protéine précipite. La concentration en sel est donc un paramètre très important quand on veut préparer des échantillons de protéines en solution pour des objectifs analytiques ou bien thérapeutiques. Vous remarquerez d'autre part que les différents sels n'ont pas le même effet sur la solubilité de la même protéine. Certains sels sont beaucoup plus favorables aux solubilisations, tels que le NaCl ou le KCl. D'autres, contenant des sulfates, ont un pouvoir relargant beaucoup plus rapide. Ils seront notamment utilisés pour précipiter des protéines dans des phases de séparation ou en analyse. Nous venons de voir que la nature du sel utilisé influence la concentration nécessaire pour obtenir un effet précipitant des protéines. Nous préférerons ainsi utiliser le terme de force ionique dont l'équation vous est donnée ici. F, I, pour force ionique, est égal à 1/2 de la somme des Cz carrés, où la constante C représente la concentration de l'ion, et Z son nombre de charges. La force ionique, notée Fi, s'exprime en mol par litre. L'exemple en bas de page vous démontre que pour la même concentration en solution aqueuse, deux sels différents, le chlorure de sodium et le sulfate d'ammonium,
n'auront pas la même force ionique. En effet, le sulfate d'ammonium, du fait de sa divalence, possède la force ionique la plus élevée. C'est un sel fréquemment utilisé pour précipiter des protéines. La solubilité est également dépendante du pH. En effet, le pH conditionne l'état de charge des chaînes latérales de plusieurs acides aminés et va donc influencer les interactions entre la protéine et le solvant. On retrouve une courbe en cloche, cette fois inversée. Les protéines présentent un maximum de solubilité pour des pH acides ou basiques. Entre les deux, pour des pH proches du point isoélectrique, la solubilité diminue. Cette courbe dépend bien sûr de la séquence primaire de la protéine, le minimum de solubilité se trouvant autour du point isoélectrique de la protéine. Nous avons vu l'influence du pH et de la concentration en sel sur le comportement en solution des protéines. D'autres paramètres peuvent modifier leur comportement, comme la température. Le froid ou la chaleur peuvent provoquer la dénaturation des protéines. La dénaturation est la modification de la structure tridimensionnelle sans modification de la structure primaire. Cette modification peut être réversible, mais dans la plupart des cas, elle est irréversible. Cet effet est très variable selon les protéines. Ainsi, sur les deux courbes microcalorimétriques représentées en bas à gauche, vous observez que les profils de ces deux courbes ne sont pas identiques entre la myoglobine et la RNase. Certaines protéines sont dénaturées pour des températures supérieures à 40 degrés Celsius, alors qu'il existe des protéines chez des bactéries dites extrémophiles vivant dans des sources d'eau très chaudes qui ne sont pas dénaturées pour des températures de 95 degrés Celsius. La dénaturation entraîne la perte d'activité biologique et la modification des propriétés physico-chimiques de la protéine. Un exemple que vous connaissez très bien, avec dénaturation irréversible de la conformation des protéines, est la cuisson de l'œuf. Le blanc d'œuf est une solution de protéines, notamment l'ovalbumine. La température provoque la dénaturation de cette ovalbumine avec altération de la coloration. La protéine soluble dans l'œuf cru est dénaturée et précipite sous la forme d'une masse blanchâtre au cours de la cuisson. Quelle est la coloration des protéines? En observation à la lumière visible, comme pour les acides aminés, les holoprotéines ne présentent pas de coloration. Elles sont donc incolores. Mais l'ajout de groupements chimiques, notamment héminiques, peuvent donner une couleur aux hétéroprotéines. La plus connue est la coloration rouge de l'hémoglobine. Dans l'ultraviolet, les protéines absorbent la lumière. Une absorption à 200 nanomètres est due à la liaison peptidique. D'autre part, nous l'avons déjà vu dans le cours sur les acides aminés aromatiques absorbent à 278 nanomètres, ce qui est très utile pour détecter leur présence dans les échantillons biologiques. Cette propriété sera utilisée dans de nombreux équipements de laboratoire d'analyse des protéines. Les protéines sont généralement incolores, mais il est possible de leur donner une coloration par des réactions chimiques spécifiques. Nous parlerons de coloration par réaction quand il y a modification de la structure de la protéine. Il s'agit des colorations du biurée ou de l'ori qui sont notamment utilisées pour déterminer la concentration de protéines dans un échantillon. Il est possible aussi de réaliser des colorations par adsorption de colorants. Ces colorations sont beaucoup plus réversibles que les précédentes car il n'y a pas de modification de la structure protéique. Il s'agit des colorations au rouge ponceau, à l'amido Schwartz ou au bleu de bromophénol. Nous allons détailler une seule de ces réactions de coloration, celle dite de réaction du biurée.
Les protéines, par leur richesse en doublés électroniques, au niveau notamment de chaque liaison peptidique, peuvent établir des liaisons de coordination avec les métaux, en particulier avec le cuivre. La réaction du biuret est une complexation de sels divalents de cuivre par les azotes des liaisons peptidiques, telles qu'indiquées sur cette structure chimique en haut à gauche. Cette complexation provoque un changement de la couleur de la solution qui passe de bleu, couleur des sels de cuivre Cu2+, à violette. Vous avez un exemple en bas à droite avec une solution d'albumine. Vous remarquerez que les acides aminés, comme la glycine, n'interagissent que très faiblement avec les sels de cuivre, et ce sont donc bien les protéines qui sont ainsi détectées. La coloration violette peut être mesurée par spectrophotométrie à 540 nanomètres, ce qui permet de quantifier les protéines dans un échantillon. Les protéines sont des enchaînements d'acides aminés. Pour des raisons analytiques, il peut être utile d'hydrolyser les liaisons peptidiques les composant. Nous avons déjà abordé ces réactions dans les cours précédents, je n'y reviendrai donc pas en détail. Les protéines peuvent être hydrolysées de manière totale en milieu acide en présence d'HCl concentré 6 fois normal à 120 degrés Celsius pendant 24 heures. Une autre approche est l'hydrolyse enzymatique. Deux types d'enzymes peuvent être utilisés, des endoprotéases qui vont hydrolyser les liaisons peptidiques à l'intérieur de la séquence protéique, et les exoprotéases qui vont libérer les acides aminés à partir des extrémités N ou C terminales. Enfin, il est possible de réaliser une hydrolyse ménagée séquentielle. Il s'agit du séquençage chimique ou réaction d'Edman que nous avons déjà détaillé. Je vous donne ici, juste pour information, quelques exemples d'exoprotéases. Elles se caractérisent par l'extrémité N ou C terminale qu'elles peuvent dégrader et leur spécificité en termes d'acides aminés reconnus. Elles peuvent être très sélectives, comme les carboxypeptidases A ou B, ou au contraire très versatiles avec la carboxypeptidase C qui dégrade tout acide aminé en extrémité C terminale. Cette diapositive vous indique un exemple d'endoprotéase très utilisé en analytique et notamment dans les nouvelles technologies d'analyse à haut débit que représente la protéomique. Cette enzyme, la trypsine, coupe la chaîne peptidique du côté C-terminal d'une lysine ou d'une arginine. Cette enzyme est synthétisée par le pancréas et est retrouvée en grande quantité dans le suc pancréatique. Sa fonction biologique est la digestion intestinale des protéines. Cette protéine est aujourd'hui produite en grande quantité de manière recombinante pour l'utilisation en recherche et dans les laboratoires d'analyse biologique. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce cours qui concerne la classification des protéines. En effet, notre organisme produit plusieurs dizaines de milliers de protéines et il est nécessaire de procéder à des classifications pour mieux les étudier. Il n'existe pas une classification unique. Les protéines ont ainsi été classées en fonction de la structure tertiaire, en fonction de la composition en acides aminés et autres molécules avec les notions d'holoprotéines et d'hétéroprotéines, en fonction du rôle biologique de ces protéines, enfin, en fonction de la solubilité et du caractère soluble ou au contraire très apolaire tel que rencontré pour les protéines membranaires. Nous ne détaillerons bien sûr pas toutes ces classifications. Intéressons-nous d'abord à la classification en fonction de la structure tertiaire. Les protéines sont classées en deux grands groupes, les protéines fibreuses et les protéines globulaires. Les protéines fibreuses sont en général composées de plusieurs hélices alpha qui sont enroulées de manière à produire une superhélice. Je donnerai comme exemple la myosine, qui est présente dans le muscle, et l'alpha-kératine dans les cheveux, les ongles ou la laine.
Le deuxième groupe est celui des protéines globulaires. On observe dans ce cas des repliements prononcés et un niveau de compaction plus important de la chaîne polypeptidique. Des exemples sont la myoglobine ou l'hémoglobine, dont nous avons pu voir les structures au cours de ce cycle d'enseignement. Un deuxième type de classification est fonction de la composition des protéines. Nous distinguerons les protéines simples ou holoprotéines composées exclusivement d'aminoacides. D'autre part, il existe des protéines plus complexes ou conjuguées, appelées également hétéroprotéines. Dans de telles protéines, on distingue deux parties, la partie protéique qui est appelée également apoprotéine, la partie non protéique qui est appelée groupement prostétique. On classe les hétéroprotéines en fonction de la nature chimique de leur groupement prostétique. Par exemple, les glycoprotéines, les protéolipides, les métalloprotéines, les chromoprotéines, avec un M, les phosphoprotéines, etc. Je vous donne dans les diapositives suivantes quelques exemples d'hétéroprotéines. Ces structures sont des illustrations du cours, les formules chimiques ne sont pas à apprendre. Nous commencerons par l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine présente en grande quantité dans les globules rouges de notre sang. Cette protéine est organisée sous la forme d'un hétérotétramère de 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Chaque sous-unité comporte un groupement prostétique avec un atome de fer en son centre. Ce groupement lui donne sa fonction biologique de transport de l'oxygène, mais également des caractéristiques physico-chimiques, notamment sa couleur rouge. Le deuxième exemple est une métalloprotéine à fer, la ferredoxine. Dans cet exemple, le fer forme des liaisons covalentes avec les soufres, l'ensemble est relié également de manière covalente avec la chaîne peptidique. La ferredoxine est une protéine impliquée dans des réactions de transfert d'électrons. Enfin, le troisième exemple est une famille de métalloprotéines à zinc appelée anhydrase carbonique. Dans cet exemple, nous retrouvons un métal comme groupement prostétique, mais cette fois il est labile car fixé par liaison de coordinance et non par une liaison covalente. Les anhydrases carboniques catalysent la réaction d'addition d'une molécule d'eau sur une molécule de gaz carbonique pour donner l'acide carbonique qui se dissocie au pH physiologique en un ion bicarbonate et un proton. Je terminerai ici ce cours sur les caractères physico-chimiques des protéines. Les connaissances acquises nous permettront d'aborder le dernier cours sur les techniques d'analyse des protéines.